Le coup de poing arriva à 14h34, un mardi, quelque part dans le désert de Chihuahuan, et il changea tout. Le lieutenant-colonel Cole Hargrove le lança avec la certitude d'un homme qui n'avait jamais connu la défaite. 1,90 m, 100 kg de muscles et d'arrogance enveloppé dans une tenue d'entraînement ornée de 5 rangées de décorations. Le genre de soldat qui marchait comme si chaque centimètre de terrain lui appartenait. En face de lui se tenait la caporale Reese Calloway, 1,60 m, 53 kg, 27 ans, les cheveux blonds tirés si serrés en arrière que son cuir chevelu lui faisait mal. Elle portait des vêtements civils, un jean et un t-shirt du centre d'entraînement de Fort Bliss, parce qu'elle n'était plus militaire, plus officiellement. Et il lui manquait une jambe. La prothèse commençait juste en dessous du genou droit. Titane et fibre de carbone, une unité à microprocesseur Caleg qui avait coûté 42 000 $ à l'administration des anciens combattants. Ça ne ressemblait pas à une vraie jambe, ça ne s'en ressentait pas non plus, mais c'était tout ce qu'elle avait. 200 soldats formaient un cercle autour du tapis d'entraînement. Le soleil du désert frappait dur sur l'aire de combat en plein air de Fort Bliss, transformant le sol en caoutchouc en une plaque chauffante. La chaleur ondulait sur les bâtiments au loin. Quelque part, un sergent instructeur hurlait une cadence. Quelque part, on forgeait des guerriers. Mais ici, sur ce tapis, il n'y avait que le souffle. Hargrove sourit. Voyons ce qu'une fille à une jambe peut faire contre un vrai soldat. Il frappa. Reese ne recula pas. Elle avança. Elle entra dans l'arc du poing, sa jambe en titane se plantant dans le sol avec un sifflement pneumatique. Son coude gauche remonta en un arc court et brutal. Dans les sports de combat, on appelle ça un coup à 6 pouces. Les Marines appellent ça un brise-visage. Il atteignit Hargrove à la tempe, juste au-dessus de l'œil gauche. Sa tête claqua sur le côté. Ses pieds vacillèrent. L'espace d'une seconde parfaite, l'instructeur de combat invaincu de Fort Bliss ressemblait exactement à ce qu'il était. Un homme qui venait de commettre une erreur monumentale. La foule retint son souffle. Hargrove se ressaisit, secoua la tête, et son sourire mourut. Petite. Mais Reese avait déjà reculé, les mains levées, à l'affût, en attente, parce que ce n'était pas encore le combat. Pas vraiment. C'était juste le commencement. 6 heures plus tôt. Le désert de Chihuahuan, en novembre, est d'une beauté cruelle, froid la nuit, torride à midi, et toujours ce vent. Il décape la peinture des bâtiments, brûle la peau, vous rappelle que cette terre se fiche éperdument de savoir si vous vivez ou si vous mourrez. Reese avait oublié ça. 2 ans loin du désert, dans un chalet au Wyoming, où les arbres poussaient vraiment et où la pluie tombait du ciel, elle avait oublié ce que ça faisait d'avoir du sable partout. Sa voiture de location, une Ford Focus blanche qui sentait la cigarette et le désodorisant bon marché, soulevait des nuages de poussière en approchant de l'entrée principale de Fort Bliss. La guérite ressemblait à celle de toutes les bases militaires américaines. Barrières en béton, sentinelles armées, panneaux indiquant pointes de contrôle, d'accès, en lettres conçues pour intimider les civils. Reese s'arrêta à la fenêtre et tendit son permis de conduire avec la lettre. Le jeune soldat de première classe, pas plus de 20 ans, encore raide dans son uniforme tout neuf, examina les 2 documents. Son regard alla du papier à son visage, puis revint au papier. « Caporal Calloway, dit-elle, ancienne caporale, je suis civil maintenant. »« Oui, madame. » Il continuait de lire, ses yeux s'élargirent légèrement. Médaille de pourpre. Bronze star, avec un signe de valeur. Démobilisation médicale, août 2022. Le général de division Stanton vous attend. Bâtiment 7. Quelqu'un vous rejoindra au centre d'accueil. Merci, soldat. Il lui rendit ses papiers et la salua. Un réflexe. Reese ne le corrigea pas. Elle savait ce que cette lettre disait. Elle savait ce que ces décorations signifiaient. Et elle savait que pour ce jeune militaire, elle était quelque chose de plus qu'une civile. Elle était quelqu'un qui avait saigné pour le drapeau qu'il gardait. Le centre d'accueil était un bâtiment bas, en béton, avec du mobilier fourni par le gouvernement et une cafetière qui semblait plus vieille que le soldat à l'entrée. Reese se versa un café. Noir, sans sucre, comme elle avait appris à le boire pendant les veilles de nuit à Kandahar. Et attendit. La porte s'ouvrit. Un homme entra, et le cœur de Reese fit un bond. Sergent-chef Travis Eccles. Il était plus grand que dans ses souvenirs.
43 ans maintenant, des épaules de linebacker, la peau sombre et des yeux qui en avaient trop vu. Le genre de soldat qui portait son uniforme comme une seconde peau. L'écusson Ranger sur l'épaule, l'insigne de fantassin de combat. Ce regard perdu dans le vide que chaque vétéran acquiert après trop de déploiements. Caporal Calloway. Sa voix était du gravier et du whisky. Puis il sourit, et soudain il parut jeune. « Travis, tu n'as plus besoin de m'appeler comme ça. » Elle se leva. Ils ne se serrèrent pas la main. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils se regardèrent simplement un long moment. Et tout ce qui s'était passé dans la vallée de Cunard en mars 2021 flotta entre eux comme de la fumée. « Tu as l'air bien, » dit finalement Eccles. « Tu es un menteur affligeant, Marcus Travis. » Il rit. « Ouais, bon, tu as l'air vivante. C'est ce qui compte. » Elle le serra quand même dans ses bras. Vite, fort, comme savent le faire les soldats qui se sont croisés du mauvais côté de la mort. Il sentait l'huile de fusil et l'eau de toilette de grande surface. Son uniforme avait des plis assez tranchants pour couper. Quand ils se séparèrent, les yeux de Rhys étaient humides. Elle ne les essuya pas. « J'ai reçu ta lettre, » dit-elle. « Le programme ? » ?»« Oui. Le général Stanton veut te voir en premier, puis je te montrerai les installations. Mais, Rhys... » Il hésita. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. »« Quoi ? » ?»« Il va y avoir de la résistance. Pas de la part de Stanton, il est solide. Mais il y a un type ici, un instructeur de combat principal, un nommé Hargrove. » Le nom ne lui disait rien. Alors, il est vieux jeu. Le genre vieux jeu qui pense que les femmes n'ont rien à faire dans les rôles de combat. Et qui ne croit certainement pas que des vétérans handicapés devraient enseigner à qui que ce soit à se battre. Rhys sentit quelque chose de froid se poser dans son estomac. Il a dit ça ? Pas en ces termes, mais oui, et il a du poids. Son oncle est le lieutenant général à la retraite Gerald Hargrove, qui a encore des amis au Pentagone. « Tu es en train de me dire que je vais au combat ?» Eccles la regarda droit dans les yeux. « Je te dis que certaines personnes ne veulent pas que ce programme existe et qu'elles vont s'en servir pour le couler. » Rhys prit son café et le vida d'un trait. Froid maintenant, amer. « Alors je ferais mieux de ne pas leur en donner l'occasion. » Le général de division Raymond Stanton avait un bureau qui ressemblait exactement à celui de tous les généraux que Rhys avait jamais connus. Drapeau américain dans un coin, photos de président et de secrétaire à la défense au mur, un bureau de la taille d'une petite voiture et poli comme un miroir. Mais Stanton lui-même ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Il avait 68 ans, les cheveux blancs coupés courts et serres, et quand il se leva pour lui serrer la main, elle vit qu'il lui manquait le bras gauche à partir du coude. La manche vide de son uniforme était soigneusement épinglée à l'épaule. « Caporal Calloway, merci d'être venu. »« Je vous en prie, mon général, asseyez-vous. » Il lui désigna un fauteuil et se rassit. « Le sergent-chef Eccles parle de vous en termes très élogieux. Le sergent-chef est trop aimable, mon général. »« Le sergent-chef, dit Stanton, est l'adjudant le plus brutalement honnête avec lequel j'ai jamais travaillé. S'il dit que vous êtes la bonne personne pour ce programme, vous l'êtes. » Il se pencha en avant. « J'ai lu votre dossier. Kandahar, vallée de Cunard, 15 mars 2021. Une embuscade à l'IED, un convoi cloué sur place. Vous avez quitté votre position de tireur d'élite pour porter secours aux blessés. Vous avez sauvé 12 Marines. Vous y avez laissé votre jambe. » Rhys garda le visage neutre. « Oui, mon général. La citation de votre bronze star indique que vous avez continué à assurer une couverture par le feu même après la deuxième explosion, alors que vous étiez déjà en train de vous vider de votre sang. C'est exact ? J'ai fait ce qui devait être fait, mon général. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Rhys le regarda dans les yeux. « Oui, mon général, c'est exact. » Stanton hocha lentement la tête. « Le corps des Marines voulait vous mettre à la retraite médicale. Vous avez refusé, vous avez accompli votre rééducation en 11 mois au lieu de 18. Vous avez obtenu la qualification expert au fusil avec une prothèse. Vous avez tenté de vous réengager. Ils vous ont refusé. »« Je sais. » Stanton's voice softened. « Je sais. Et c'était leur perte. Mais c'est peut-être notre chance. » Il tira un dossier de son bureau et le fit glisser vers elle. « Programme de combat adaptatif. 12 semaines. Nous formons des vétérans handicapés, amputés,
survivants de traumatismes crâniens, soldats à mobilité réduite, au combat rapproché, au maniement des armes et au déplacement tactique. L'objectif, prouver que le handicap n'est pas une incapacité. Rhys ouvrit le dossier. Des photos de soldats, certains sans jambes, d'autres sans bras, d'autres en fauteuil roulant. Tous regardèrent l'objectif avec la même expression, la défiance. « Vous voulez que je les entraîne ? Je veux que vous leur montriez que c'est possible. Je veux que vous soyez la preuve vivante. » Stanton se leva et s'approcha de sa fenêtre. Dehors, des soldats couraient, de jeunes hommes et femmes qui se croyaient invincibles. « Le Pentagone surveille ce programme, caporal. S'il réussit, nous obtenons des financements. Nous nous développons. Nous aidons des milliers de vétérans qui pensent que leur service est terminé. Et s'il échoue ?» Stanton se retourna. « Nous aurons failli à chaque soldat qui s'est un jour demandé s'il avait encore de la valeur après avoir été brisé. » Le poids de ces mots s'abattit sur les épaules de Rhys comme un sac à dos plein de pierres. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, mon général ? » Une démonstration, demain après-midi. Montrez à mes instructeurs à quoi ressemble le combat adaptatif. Montrez-leur que la technique bat la force. Montrez-leur qu'une seule jambe suffit si l'on sait s'en servir. Stanton marqua une pause. « Et le lieutenant-colonel Hargrove va vous défier. Il est ceinture noire 5e dan en taekwondo. Ancien instructeur de combat rapproché à la Ranger School. Il dirige le programme de combat ici depuis 8 ans et il pense que le programme adaptatif est un gaspillage de ressources. » Sa mâchoire se durcit. « Il va essayer de vous humilier, de prouver que les soldats handicapés ne peuvent pas rivaliser. Avec tout le respect que je vous dois, mon général, le peuvent-ils ?» Stanton sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. « J'ai perdu ce bras à Beyrouth. Le 23 octobre 1983, l'attentat contre les casernes. 241 militaires sont morts ce jour-là. J'étais capitaine, 28 ans. On m'a sorti des décombres 16 heures après, et pendant 6 mois, j'ai cru que ma carrière était terminée. » Il leva son bras valide. « Puis j'ai appris à tirer de la main gauche, à taper à la machine, à commander. Et j'ai compris quelque chose, caporal. Les armes ne sont que des outils. La vraie arme, c'est le guerrier. » Rhys se leva. « Dans ce cas, je ferais mieux de m'affûter, mon général. » Eccles la conduisit à ses quartiers, une petite chambre dans le bâtiment des officiers visiteurs, avec un lit, un bureau et une fenêtre qui donnait sur les terrains d'entraînement. Rhys posa son sac par terre et s'assit sur le lit. Sa jambe droite lui faisait mal. Comme toujours. « Douleur fantôme, disent les médecins. Votre cerveau croit encore que la jambe est là. Il envoie encore des signaux à des nerfs qui n'existent plus. Parfois, c'était comme si son pied brûlait. Parfois, comme si quelqu'un lui enfonçait des clous dans le tibia. En ce moment, c'était les deux à la fois. Elle se pencha et défit la prothèse. L'emboîture se libéra avec un léger sifflement. En dessous, le moignon était rouge et irrité. 11 mois de guérison, mais le tissu cicatriciel avait encore l'air en colère. Il avait encore l'air de ce qu'il était, de la violence inscrite dans la chair. Rhys posa la prothèse contre le mur et s'allongea sur le lit. Vallée de Kunar, Afghanistan, 15 mars 2021. Elle ne voulait pas se souvenir, mais les souvenirs ne demandent pas la permission. Flashback, vallée de Kunar, Afghanistan, 15 mars 2021. La vallée était belle de la façon dont seuls peuvent l'être les endroits qui veulent vous tuer. Des montagnes qui s'élevaient comme des dents brisées contre un ciel si bleu qu'il faisait mal à regarder. La rivière creusant son chemin dans une roche plus ancienne que la civilisation humaine. Des champs verts où des paysans cultivaient l'opium et le blé avec une égale indifférence. Et quelque part dans ces champs, quelqu'un avait enterré un IED. Rhys était en position de surveillance. Un rebord 200 mètres au-dessus de la route du convoi, dissimulé derrière un amas de rochers qu'on aurait dit jetés là par Dieu avant qu'il tourne les talons. Son observateur, le caporal Brett Sawyer, sans lien avec le général, était couché à côté d'elle, son scope braqué sur la route en contrebas. 3 véhicules, murmura-t-il dans la radio, Humvee, 12 Marines plus équipage, vitesse 10 km/h. Arrivé au point de contrôle Bravo dans 6 minutes. Le fusil de Rhys était un M48, 110 cm de bois, d'acier et de précision. Elle l'avait appelé Rosie, comme sa grand-mère du Kentucky, qui lui avait appris à chasser le lapin à 8 ans.
Rosie avait tué 22 combattants ennemis au cours de ces 2 déploiements. Rosie ne ratait jamais. Bonne visibilité, dit Rhys dans sa radio. Aucun mouvement, aucun reflet. Attends. Son scope balaya la route devant le convoi. Rien. Juste de la terre, des cailloux et la carcasse d'une Toyota qui avait sauté sur une mine 6 mois plus tôt, mais quelque chose clochait. Sawyer, tu vois ça ? Quoi ? La terre près du ponceau, la couleur est différente. Sawyer pivota son scope. Ça pourrait être du ruissellement d'irrigation. Ou de la terre fraîchement remuée. Convoi, ici observateur. Arrêtez le mouvement. IED possible. Oh ! Le monde explosa. Pas le convoi. Le Humvee de tête était encore à 200 mètres du ponceau, mais derrière eux, là où ils avaient déjà roulé, la route s'embrasa en une colonne de feu et de shrapnel. Deuxième explosion, quelqu'un les avait laissés dépasser le premier IED et avait déclenché le second dans leur dos. Embuscade classique. La radio éclata de voix, cris, ordres, crépitements de tirs. « Troupes au contact !» criait quelqu'un. « On prend des tirs depuis la lisière. On a des blessés !» Le scope de Rhys trouva la lisière. Des lueurs de bouche. Au moins 6 tireurs. Les Marines étaient coincés entre le cratère et les tirs, à l'abri derrière leur véhicule. « J'ai des tireurs », dit Rhys. Sa voix était calme, le calme du combat. Celui qui arrive quand l'entraînement prend le dessus et que le cerveau coupe tout, sauf la mission. Sawyer, calcul. Vent 2 nœuds ouest-est, distance 420 mètres. Élévation, c'est bon. Rhys n'avait pas besoin qu'il finisse. Elle sentait le vent sur son visage, elle pouvait calculer la chute dans son sommeil. Sa première cible, un homme avec un AK-47 derrière un arbre, un amateur qui exposait son épaule. Elle inspira, expira. Entre 2 battements de cœur, elle pressa la détente. Rosie parla, l'homme tomba. « Touché », dit Sawyer. Rhys passa déjà à la cible suivante. Respirer, viser, tirer, un deuxième tireur à terre. Mais il y en avait d'autres. Et les Marines s'étaient toujours bloqués. Observateur, ici Eccles. La voix dans la radio était tendue par la douleur. Je suis touché. 3 blessés, on ne peut pas bouger. Ils nous encerclent. Le scope de Rhys trouva Eccles. Il était derrière le Humvee du milieu, en train de saigner de l'épaule, essayant de traîner un autre Marine à couvert. 420 mètres de distance, 200 mètres au-dessus sur un rebord, avec un fusil inutile en combat rapproché. Sawyer la regarda. Rhys, ne fais pas ça. Mais elle était déjà en mouvement. Elle saisit son M4 et se mit à courir sur le flanc du rebord. Ses bottes dérapaient sur les éboulis. Elle tomba une fois, se rattrapa, continua. Derrière elle, Sawyer criait dans la radio. Q, R, F, soutien aérien, n'importe qui, n'importe quoi. Mais l'aide était à 15 minutes. Eccles n'en avait peut-être que 5. Rhys atteignit le fond de la vallée et se mit à sprinter vers le convoi. 300 mètres. Ses poumons brûlaient, ses jambes brûlaient. Elle entendait les balles siffler dans l'air, le claquement distinct des AK. Quelqu'un qui hurlait pour un médecin. 200 mètres. Elle vit Eccles, vit le sang, le vit essayer de riposter d'un seul bras pendant que l'autre pendait. Inutile. 100 mètres. Eccles, j'arrive. Il se retourna et la vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Rhys, à terre. Elle ne se mit pas à terre. Elle leva son M4 et ouvrit le feu. Courte rafale contrôlée, tir de suppression, forcer les ennemis à garder la tête baissée, leur donner une raison d'hésiter. 50 mètres. Elle voyait Eccles clairement maintenant, les autres Marines blessés, et le deuxième IED enfoui dans son chemin. Elle ne le vit jamais. N'eut jamais la chance de l'éviter. Le monde devint blanc, puis rouge, puis noir. Quand Rhys reprit connaissance, elle était sur le dos. Le ciel était toujours bleu. Quelqu'un criait. Elle essaya de s'asseoir et ne put pas. Essaya de bouger ses jambes, et sa jambe droite n'était plus là. Pas blessée, pas abîmée, disparue. Du genou vers le bas, il ne restait que du sang et de l'os et de la chair. Son cerveau refusait de traiter l'information. Elle regardait l'endroit où sa jambe aurait dû se trouver et ne pensait qu'à ceci. « Ce n'est pas ma jambe, ça ne m'appartient pas. » Puis, la douleur arriva. Elle cria. Eccles rampait vers elle, saignant, se traînant d'un seul bras. « Rhys, Rhys, reste avec moi. » Elle essaya de parler, ne put pas. La douleur était si grande qu'elle avait dévoré tous les mots. « Médecin !» criait Eccles. « Médecin, homme à terre, j'ai besoin de... » Mais Rhys n'écoutait plus,
parce que son M4 était encore dans ses mains et que les ennemis tiraient toujours et qu'Eccles était toujours exposé. Elle se retourna sur le ventre. La douleur lui blanchit la vision. Elle l'ignora. Elle leva le fusil, trouva une cible, un homme avec un RPG qui cherchait un angle sur le convoi. Elle pressa la détente. L'homme tomba. Elle trouva une autre cible. Elle pressa. Une autre. Elle pressa. Elle vida le chargeur. Quelqu'un la tirait. Eccles qui l'amenait à l'abri derrière le Humvee. Elle entendait des hélicoptères maintenant. L'évacuation sanitaire. Le beau son des rotors de Black Hawk. « Tu vas t'en sortir, » disait Eccles. Sa voix semblait lointaine. « Tu vas t'en sortir, Rhys. Tu nous as sauvés. Tu nous as tous sauvés. » Puis elle était sur un brancard. Puis dans l'hélicoptère. Puis elle regardait sa jambe manquante, et elle pensait « Je ne courrai plus jamais. Je ne danserai plus jamais. Je ne serai plus jamais marine. » Et puis elle ne pensait plus rien du tout. Présent. Fort Bliss. Rhys ouvrit les yeux. Le plafond de sa chambre la regardait en retour. Des tuiles acoustiques blanches, une tache d'humidité dans un coin en forme d'Idaho. Son moignon élançait. Sa poitrine élançait. Ses yeux étaient humides. Elle s'assit et tendit la main vers la jambe prothétique. L'attacha. Resserra les sangles. Se leva et testa son poids. La jambe tint. Elle tenait toujours. Dehors, le soleil se couchait sur le désert. Dans 12 heures, elle ferait face à Cole Hargrove. Dans 12 heures, elle prouverait que les soldats handicapés pouvaient se battre. Ou bien, elle lui donnerait raison. On frappa à sa porte. « Entrez. » Eccles entra avec 2 bouteilles d'eau et un dossier. « Tu dois avoir soif. »« Merci. » Elle prit une bouteille et but, froide, parfaite. Eccles s'installa dans le fauteuil du bureau. « J'ai fait des recherches sur Hargrove. » Il ouvrit le dossier. 4 instructrices en 4 ans. Toutes ont déposé des plaintes. Toutes ont fini par quitter l'armée. Rhys sentit quelque chose de glacial se nicher dans sa poitrine. Quel genre de plainte ? Harcèlement. Humiliation. L'une d'elles, le capitaine Jada Prescott, l'a défiée en combat de contact en 2019. Elle était championne de judo. Elle aurait dû avoir une chance. La mâchoire d'Eccles se durcit. Hargrove l'a envoyée à l'hôpital. Épaules déboîtées, côtes cassées. Ils ont appelé ça un accident d'entraînement et l'ont cru. Il sortit une autre feuille. Lieutenant Jessica Palmer, février 2020, a déposé une plainte contre Hargrove pour gestion de combats non autorisés, des soldats de rang inférieur forcés à se battre les uns contre les autres pour le divertissement. Elle a disparu 3 semaines plus tard. Disparue ? Accident d'entraînement, une marche solitaire nocturne dans le désert. On a retrouvé son corps 2 jours après. Coup de chaleur, ont-ils dit. La voix d'Eccles était plate. Mais l'autopsie a révélé des blessures compatibles avec une correction. Quelqu'un a étouffé l'affaire. Les mains de Rhys se serrèrent autour de la bouteille d'eau. « Pourquoi tu me dis tout ça ? Parce que tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. Hargrove n'est pas seulement un instructeur, il est dangereux et il est protégé. » Eccles se pencha en avant. « Rhys, si tu ne veux pas faire ça, je... » Marcus. Elle le regarda. Vraiment le regarda. « Comment va Lily ?» La question le prit de court. Son visage s'adoucit. « Bien. 6 ans maintenant. En CP. Elle adore les dinosaures et déteste le brocoli. Est-ce qu'elle pose des questions sur sa mère ?» Eccles resta silencieux un moment. « Parfois. Des souvenirs, des photos, des histoires que je lui raconte. Dana est morte quand Lily avait 4 ans. Janvier 2020. 14 mois avant que tu perdes ta jambe. » Sa voix était rauque. Elle était en patrouille à Kandahar. Un IED. Elle essayait d'atteindre un enfant afghan blessé quand ça a sauté. Je suis désolé. Ne l'être pas. Dana est morte en faisant son devoir, en sauvant des gens. C'est ce que font les soldats. Il la regarda dans les yeux. C'est ce que tu as fait. Dans cette vallée, tu as sauvé 12 Marines. L'un d'eux, c'était moi. Et j'ai une fille grâce à toi. J'ai aussi perdu une jambe grâce à ça. Ouais, et demain tu vas montrer à 200 soldats qu'une jambe suffit. Eccles se leva. Dors un peu, caporal. Demain, on va à la guerre. Il sortit. Rhys resta seule dans sa chambre tandis que la nuit du désert tombait dehors. Elle pensa à son père, le colonel James R. Calloway, mort 9 ans plus tôt dans un accident de véhicule à Fort Bliss en mars 2015. Ou était-ce vraiment un accident ?
Elle pensa à Cole Hargrove, à son oncle, au schéma de femme qu'il avait défié et avait perdu. Elle pensa à Jessica Palmer, morte dans le désert. Coup de chaleur, disait-il, et elle pensa à la démonstration du lendemain. 200 soldats qui regarderaient pour voir si une femme handicapée pouvait se battre. Rhys attrapa la prothèse et la tint dans ses mains. 42 000 $ de titane et de fibres de carbone, une technologie qui n'existait pas 20 ans plus tôt. Un miracle d'ingénierie. Mais aussi une arme. Les gens voyaient la prothèse et voyaient la faiblesse, voyaient le handicap, voyaient quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ils ne voyaient jamais ce que Rhys voyait, une jambe qui ne se fatiguait pas, qui ne se meurtrissait pas, qui ne se brisait pas, une jambe qui frappait comme un marteau. Demain, elle donnerait une leçon à Cole Hargrove. Demain, elle lui montrerait que les armes se présentent sous bien des formes, et que parfois l'arme ressemble à quelqu'un qui a déjà tout perdu, ce qui signifie qu'elle n'a plus rien à craindre. Matin, 16 novembre 2023. L'installation d'entraînement au combat de Fort Bliss était un monument à la violence maîtrisée. Des tapis en caoutchouc recouvraient 2000 pieds carrés. Des sacs de frappe pendaient aux chaînes du plafond comme des pendus. Des râteliers de poids longeaient un mur. Sur l'autre, une devise peinte « Entraîne dur, batte facile ». Rhys arriva à 6 heures, 2 heures avant la démonstration. L'installation était vide, à l'exception d'une seule personne. Cole Hargrove se tenait au centre du tapis, enchaînant des formes. Des katas de taekwondo exécutés avec une précision mécanique. Coups de pied, coups de poing, rotation, blocage. Ses mouvements étaient nets, économiques, impeccables. Il la vit et s'arrêta. Caporal Calloway. Sa voix était lisse, cultivée, le genre de voix appartenant à quelqu'un qui n'avait jamais dû se battre pour quoi que ce soit de sa vie. Le lève-tôt, mon lieutenant-colonel. Rhys ne le salua pas. Il n'était pas son supérieur. Elle n'était pas sa soldate. Hargrove s'approcha d'elle. De près, il était encore plus imposant que sur les photos. Pas la musculature de bête de foire, du fonctionnel, le genre de corps forgé par des années d'entraînement intense. « J'ai lu votre dossier », dit-il. « Carrière impressionnante, 2 déploiements, expert au tir, bronze star, avec un signe de valeur. Merci mon lieutenant-colonel. Et puis, vous avez perdu votre jambe. » Il le dit avec la légèreté de quelqu'un qui commente la météo. « D en Afghanistan. Vous avez sauvé des Marines. Très héroïque. » Rhys ne dit rien. « Ce que je ne comprends pas... » Hargrove tourna lentement autour d'elle, comportement de prédateur. « Pourquoi êtes-vous ici ? Vous avez accompli votre service, vos médailles, votre indemnité d'invalidité. Pourquoi ne pas prendre votre retraite, profiter de la vie ? Parce que je n'en ai pas fini, mon lieutenant-colonel. » « Pas fini. » Il sourit. « Vous avez une jambe en moins, caporal. Vous ne pouvez pas courir, pas sauter, pas exécuter la moitié des mouvements requis en combat rapproché. Et le général Stanton veut que vous appreniez à des vétérans handicapés à se battre. » Il secoua la tête. « C'est une perte de temps, une perte de ressources, et franchement, c'est dangereux. » « Dangereux pour qui, mon lieutenant-colonel ? » « Pour les soldats que vous allez entraîner. La fausse confiance tue. Vous le savez. » Hargrove s'arrêta face à elle. « J'enseigne le combat depuis 15 ans. J'ai formé des Rangers, des SEAL, des Marines de force de reconnaissance. Et je peux vous dire avec une certitude absolue que le handicap est un désavantage au combat. Un point, c'est tout. Alors pourquoi suis-je là, mon lieutenant-colonel ? La politique. Le général Stanton veut avoir l'air progressiste, prouver que l'armée se soucie des vétérans handicapés. Et vous êtes l'affiche publicitaire. » Son sourire s'élargit. « Mais je ne vais pas laisser de faux espoirs mettre des soldats en danger. Voilà donc ce qui va se passer. » Il désigna le tapis. « La démonstration de cet après-midi, vous et moi, 3 rounds, point ou soumission, frappe autorisée mais contrôlée. On présente des techniques, on ne cherche pas à se tuer mutuellement. Et ensuite ce programme est mis sous clé et tout le monde revient à la réalité. » Rhys regarda le tapis, regarda Hargrove. La différence de gabarit, de force, le fait qu'il avait 2 jambes valides et 15 ans d'expérience de combat professionnel. Puis elle sourit. « Entendu, mon lieutenant-colonel ? On fait ça. » Les yeux d'Hargrove se plissèrent. « Vous avez de l'assurance ? » « Je suis réaliste, mon lieutenant-colonel.
Vous êtes plus grand, plus fort, plus expérimenté. Vous allez probablement gagner. Probablement. Elle fit un pas vers lui. Mais voilà ce que vous ne comprenez pas. Rhys s'approcha encore. Je ne suis pas là pour gagner, je suis là pour me battre. Et ce n'est pas la même chose. L'espace d'un instant, quelque chose traversa le visage d'Hargrove, une hésitation. Puis ce fut parti. On verra, caporal. 14 heures. Ne soyez pas en retard. Il s'éloigna. Rhys resta seul sur le tapis, sa jambe l'élançait, son cœur battait fort, et quelque part, au fond de sa poitrine, quelque chose d'ancien et de farouche se réveilla. La partie d'elle qui avait rampé sous les balles avec une moitié de jambe arrachée. La partie qui avait continué à tirer même quand la douleur cherchait à la traîner dans l'obscurité. La partie qui avait compris ce que la plupart des gens n'apprendraient en jamais. Perdre ne vous rend pas faible. C'est abandonner qui le fait. Elle avait 8 heures pour se préparer, 8 heures pour se transformer en arme. Et quand 14 heures arriverait, Cole Hargrove allait apprendre quelque chose qu'aucun entraînement ne peut enseigner. Il allait apprendre que les choses brisées peuvent encore couper. Le soleil montait sur Fort Bliss, transformant le désert en fournaise. À midi, le thermomètre marquait 33 degrés. À 13 heures, 37. Le genre de chaleur qui ramollit l'asphalte et fait des métaux des fers à marquer. Rhys passa la matinée dans sa chambre, méthodique comme une sniper qui vérifie son fusil. D'abord la prothèse. Elle la retira, examina chaque composant. La rotule hydraulique, propre, pas de fuite, l'emboîture en fibre de carbone, aucune fissure, aucune fracture de fatigue. Le pied en caoutchouc, elle le remplaça. Pas par le pied de marche habituel, mais par celui qu'elle utilisait pour la course, plus dur, moins d'amorti, plus de transfert d'impact. Elle resserra chaque boulon, testa chaque articulation. La jambe n'était plus seulement un moyen de locomotion. Ce jour-là, elle allait être une arme. Ensuite son corps. Pompes, abdominaux, étirements qui faisaient mal aux moignons et brûlaient les muscles. Elle ne s'arrêtait pas quand ça faisait mal. Elle s'arrêtait quand le minuteur le disait. Et Coles frappa à 11h30. Il apportait le déjeuner. 2 MRE. Ration de combat militaire dans des sachets marrons. Poulet riz. La bonne sorte. Ils mangèrent en silence. Carburant. Pas un repas. J'ai parlé au capitaine Hale hier soir, dit finalement Eccles. Rhys releva la tête. Qui ? Morgan Hale, la 5e, la plus récente des victimes du schéma d'Hargrove. Il sortit son téléphone et lui montra une photo. Une femme d'une trentaine d'années, cheveux blonds en chignon réglementaire, barrette de capitaine au col, visage fort et yeux fatigués. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Février 2023. Elle était instructrice ici, spécialiste entraînement physique. Hargrove a commencé à faire des commentaires, de nature sexuelle. Elle a signalé. L'enquête du commissariat aux plaintes a conclu à des preuves insuffisantes. La voix d'Eccles était amère. 3 mois plus tard, ses évaluations de performance s'effondrent. Soudainement, elle ne satisfait plus les critères. Il traite son dossier en vue d'une séparation administrative. Elle va être virée. Licenciement général. Ni honorable, ni déshonorant. Le genre qui dit « on ne vous veut pas, mais on ne dit pas pourquoi ». Il rangea son téléphone. Elle veut vous parler avant la démonstration. Pourquoi ? Parce qu'elle pense que si vous battez Hargrove, quelqu'un va peut-être enfin écouter. Rhys posa sa ration. Marcus, même si je gagne ce combat, ça ne prouve rien concernant le harcèlement. Non. Mais ça prouve qu'il n'est pas invincible. Ça prouve qu'il peut perdre. Echtiold se pencha en avant. Ces femmes, toutes les 5, c'étaient de bonnes soldates. Plus que bonnes. Et Hargrove les a détruites. Pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles l'avaient défié, parce qu'elles ne s'étaient pas inclinées. Et vous pensez que je peux les aider ? Je pense que tu es la première personne à avoir une chance de le faire saigner depuis 4 ans. On frappa à la porte. Entrez. La femme de la photo entra. Morgan Hale paraissait plus petite en vrai. 1m70, peut-être 65 kilos. Des vêtements civils. Et des yeux qui portaient la vacuité particulière de quelqu'un qui avait cessé d'espérer la justice. Caporal Calloway. Sa voix était stable, professionnelle. Merci de me recevoir. Morgan, asseyez-vous. Elle s'installa dans le fauteuil du bureau. J'étais un bon officier. Promotion 2013 de The Citadel, 2 déploiements en Irak. Je suis venu ici pour former la prochaine génération. Sa voix se brisa légèrement. Et j'étais bonne à ça.
Puis Hargrove a décidé qu'il me voulait. Des commentaires, des invitations à boire un verre, des contacts physiques, une main sur l'épaule pendant les conversations, des petites choses, des choses que je ne pouvais pas prouver. Vous avez signalé. J'ai signalé. Le commissaire est venu, a parlé aux témoins. Hargrove a tout nié, a dit que je cherchais des excuses à cause d'une évaluation négative qu'il m'avait donnée. Morgan rit, mais sans humour. Chose amusante, cette évaluation est arrivée 3 jours après que j'ai décliné ses avances. Avant ça, mes dossiers étaient exemplaires. Qu'a conclu l'enquête ? Preuve insuffisante, sa parole contre la mienne. Et son oncle est un général 3 étoiles à la retraite qui joue au golf avec la moitié du Pentagone. Ma parole ne pesait pas lourd. Reese sentit la colère monter dans sa poitrine, lente, froide, le genre qui ne brûle pas fort. Et vite, le genre qui couve en silence. Pourquoi me raconter ça, Morgan ? Parce que vous allez le combattre aujourd'hui. Et je veux que vous sachiez ce qu'il est vraiment. Pas seulement un instructeur arrogant. Hale la regarda dans les yeux. Un prédateur. Il a fait ça à 5 d'entre nous. Que nous sachions. Peut-être plus. Et il s'en sort à chaque fois parce que personne ne peut le toucher. Vous voulez que je lui fasse mal ? Je veux que vous le battiez. Je veux que 200 soldats le regardent perdre. Je veux qu'il ressente ce que c'est que d'être impuissant. Hale se leva. Je sais que ce n'est pas juste de vous demander ça. Cette démonstration concerne le programme adaptatif, pas ma vengeance. Mais je devais essayer. Reese se leva aussi. Morgan, si je bats Hargrove aujourd'hui, est-ce que vous témoignerez officiellement ? J'ai déjà témoigné. Personne n'a écouté. Ils écouteront s'il est à terre devant 200 témoins. Reese lui tendit la main. Je ne peux pas promettre de gagner, il est plus grand, plus fort, et il fait ça depuis plus longtemps que je suis en vie. Mais je promets de lui donner du fil à retordre. Hale lui serra la main. Une poigne ferme. C'est tout ce que je demande. Après son départ, Eccles regarda Reese. Tu sais que c'est plus grand que le programme maintenant, n'est-ce pas ? Je sais. Hargrove va essayer de te blesser vraiment. Il ne peut pas se permettre de perdre. Moi non plus. Reese vérifia l'heure. 12h45. On devrait y aller. Je veux voir l'installation avant qu'elle se remplisse. Ils traversèrent la base en silence. La chaleur appuyait comme un poids physique. Des soldats s'arrêtaient pour les regarder passer. La nouvelle de la démonstration s'était répandue. La femme à une jambe allait combattre l'instructeur. Reese le lisait sur leur visage, certains curieux, certains sceptiques, certains déjà certains qu'elle allait se faire détruire. C'était bien. Elle avait déjà été sous-estimée. L'installation de combat se remplissait déjà à leur arrivée. Des soldats longeaient les murs, occupaient les gradins, s'agglutinaient autour du tapis. 200 personnes comme Stanton avait dit, peut-être plus. Et au fond, en grande conversation avec un groupe d'instructeurs, Cole Hargrove, il la vit, sourit, lui fit signe d'approcher. Reese traversa le tapis. Sa prothèse émettait un doux bruit mécanique à chaque pas. Chuchotement hydraulique, à peine audible, mais dans le relatif silence de l'installation, c'était comme un roulement de tambour. Le sourire d'Hargrove s'élargit à son approche. « Caporal Calloway. Prête ? » ?»« Oui, mon lieutenant-colonel. »« Bien. » Il désigna le tapis. « Règle standard. 3 rounds de 5 minutes, point ou soumission, frappe autorisée, contrôlée. On présente des techniques, on n'essaie pas de se tuer. » Compris, mon lieutenant-colonel. Un des autres instructeurs, un sergent-chef avec un visage taillé dans le granit, s'avança. « Je serai l'arbitre. »« Des questions ? » ?»« Aucune, sergent. » Hargrove retira sa chemise, révélant un torse qui semblait sculpté dans le marbre. Des muscles sur des muscles, pas un gramme de gras. Reese garda sa chemise, brassière de sport dessous, short de compression sous son jean. Elle n'était pas là pour faire un show. Elle était là pour se battre. La foule se tut quand il prit position. Reese vit Eccles près de l'entrée, bras croisés. Vit Morgan Hale au fond, à moitié caché derrière des soldats plus grands. Vit le général Stanton entrer et s'asseoir au premier rang. Et vit le sergent-chef Nora Caffrey debout avec une caméra vidéo. Documentation officielle, en théorie. Mais Caffrey croisa son regard et hocha la tête légèrement. Bien. Tout était enregistré. L'arbitre leva la main. Combattant, prêt ? Hargrove se mit en garde. Posture parfaite, poids équilibré, main levée.
Rhys se tint normalement, légèrement en retrait sur la jambe arrière, main le long du corps. La foule murmura. Elle avait l'air non préparée, vulnérable. C'était le but. Combat. Hargrove avança immédiatement, pas en charge mais avec une intention claire. Il lança un jab, contrôlé, pas à pleine puissance. Rhys l'esquiva facilement. Un autre. Elle bloqua un kick bas visant la prothèse. Il atterrit net sur son tibia en fibre de carbone qui ne ressent pas la douleur. Les yeux d'Hargrove frémirent de surprise. Le kick avait atterri proprement. Ça aurait dû faire mal. Mais Rhys ne réagit pas. Il s'adapta. Accéléra. Combinaison jab croisé. Rhys recula, bloquant, absorbant les frappes sur ses avant-bras. Chaque impact faisait vibrer ses os, mais elle gardait le visage neutre. Hargrove lança un roundhouse kick haut, visant la tête. Rhys se baissa dessous et ferma la distance. Elle était à l'intérieur de sa portée maintenant, où son avantage de hauteur ne signifiait plus rien. Elle fit monter son coude vers son menton. Hargrove se recula, pas assez vite. Le coude frôla sa mâchoire. Premier sang, au sens figuré. La foule réagit, murmure, puis quelques cris d'encouragement. Le sourire d'Hargrove disparut. Il chercha à la saisir, tentant un corps à corps, voulant utiliser sa lutte, mais Rhys pirouetta et recréa la distance. Ils se tournèrent autour, 30 secondes découlées, 4 minutes et demie dans le round. Hargrove attaqua de nouveau. Combinaison plus rapide, plus dure. Il en avait fini de tester. Rhys bloqua ce qu'elle put, mais certains coups passèrent. Un jab lui claqua la tête en arrière. Un coup dans les côtes lui fit expirer brusquement. Il était plus fort qu'elle, significativement plus fort. Chaque frappe ressemblait à un coup de marteau. Mais Rhys avait déjà reçu des coups de marteau. Elle attendit, observa, analysa. Hargrove avait des habitudes, tout le monde en a. Il favorisait la main droite. Il télégraphiait ses kicks avec un léger déplacement de poids. Et quand il enchaînait une combinaison, il descendait la main gauche de peut-être 5 cm. 5 cm, c'était assez. Rhys le laissa presser, le laissa croire qu'il gagnait. La combinaison suivante arriva. Jab droit, croisé droit, crochet gauche. Quand le crochet gauche arriva, Rhys ne bloqua pas. Elle plongea dessous et enfonça son épaule dans son plexus solaire. L'impact lui vida les poumons avec un souffle. Avant qu'il puisse récupérer, Rhys attrapa son bras et tordit. Technique de judo, projetée de hanche. Elle utilisa son propre élan contre lui. Hargrove fut projeté en l'air et percuta le tapis avec force. La foule explosa. Rhys ne suivit pas au sol. Elle recula, main levée, attendant. Hargrove roula sur ses pieds. Son visage était rouge maintenant, pas à cause de l'effort. Coup de chance, dit-il. Rhys ne dit rien. Ils s'engagèrent de nouveau. Hargrove était plus agressif, plus violent. Ses frappes arrivaient à aller plus fort, plus vite. Il cherchait à la submerger de puissance brute. Rhys cédait du terrain, le laissait avancer, le laissait dépenser de l'énergie. Un genou monta vers son abdomen. Rhys pivota, le prit sur la hanche. Impact brutal, elle aurait un bleu de la taille d'un pamplemousse de main. Mais elle ne tomba pas. Elle contra avec un kick de jambe. La prothèse balança comme une batte en titane et percuta la cuisse d'Hargrove. Il grommela, chancela légèrement. La foule le remarqua. Ce kick l'avait fait mal, vraiment mal, parce que la prothèse ne se fatigue pas, ne se retient pas par instinct de préservation. C'était juste une arme attachée à son corps, et elle frappait avec toute la force du mouvement. Hargrove le comprit aussi. Ses yeux allèrent vers la prothèse, et Rhys le vit recalculer. La sonnerie du round retentit. 5 minutes. Pause. Appela l'arbitre. Ils se retirèrent dans leurs coins respectifs. Rhys respirait fort, suait. Son moignon élançait là où l'emboîture appuyait sur le tissu cicatriciel, mais elle était entière. Eccles apparut avec une bouteille d'eau. « Tu t'en sors bien. Il est déstabilisé. »« Il est en colère, » rectifia Rhys. « C'est la même chose. » Eccles lui essuya la sueur du visage avec une serviette. « Il va venir plus fort au deuxième round. Il ne peut pas se permettre de paraître faible devant ses élèves. »« Je sais. » Pendant la pause, Rhys entendait les murmures de la foule, les codes qui changeaient, des billets qui s'échangeaient dans les rangs du fond. Les soldats parinaient toujours sur les combats. 20 $ qu'il la met KO au deuxième round. Elle est cuite, regardez ses côtes. Elle n'aurait jamais dû accepter ça. De l'autre côté du tapis, le coin d'Hargrove s'animait. Un instructeur gesticulait vivement vers la prothèse, un autre pointait ses côtes. Hargrove hochait la tête et souriait. Il avait trouvé ses cibles. Eccles se pencha.
Ils vont attaquer tes blessures. Tiens-toi prête. Rhys essuya le sang de sa lèvre fendue. Qu'ils viennent. L'arbitre les rappela au centre. Round 2. Combat. Hargrove sortit comme un ouragan. Plus de tests, plus de stratégie. Une attaque à pleine puissance, à pleine vitesse. Des combinaisons qui auraient mis KO la plupart des combattants. Rhys bloquait, esquivait, absorbait. Un coup passa et fendit sa lèvre plus profondément. Elle goûta le sang. Un autre dans les côtes fit quelque chose craquer. Pas casser, mais craquer. Elle perdait nettement. La foule pouvait le voir. L'énergie avait basculé. Hargrove allait gagner. Ce n'était qu'une question de temps. Mais Rhys ne cherchait pas à gagner au point. Elle cherchait à survivre, à apprendre, à trouver l'angle, parce qu'il y avait toujours un angle. Hargrove lança un back kick tournant, spectaculaire, puissant, le genre de technique qui en met plein les yeux dans les démonstrations, mais qui laisse le combattant exposer une fraction de seconde pendant la rotation. Rhys vit l'ouverture. Elle balaya la jambe d'appui. Hargrove tomba, pas aussi durement que la première fois. Il contrôla sa chute, roula avec, mais il était au sol. Et cette fois, Rhys suivit. Elle se laissa tomber sur lui. Pas pour frapper, pour lutter. Hargrove était un spécialiste du taekwondo, kicks et poings. Il avait quelques notions de sol, mais ce n'était pas son point fort. Rhys avait passé 11 mois en rééducation à apprendre à se battre au sol, à utiliser le levier plutôt que la force, à faire fonctionner une jambe prothétique dans des positions pour lesquelles elle n'avait pas été conçue. Elle attrapa son bras, le tira contre elle, commença à verrouiller un bras-levier. Hargrove reconnut le danger. Il s'échappa en force brute, la soulevant littéralement du sol, mais Rhys tint. Elle déplaça son poids, enroula sa jambe arrière autour de son cou, la prothèse se calant contre son épaule. Étranglement triangle. L'une des soumissions les plus efficaces des sports de combat. Les yeux d'Hargrove s'écarquillèrent. Il essaya de la claquer au sol, de se débarrasser d'elle. Mais l'étranglement prenait. Son visage devint rouge, puis violacé. La foule hurlait maintenant, moitié pour Rhys, moitié pour Hargrove. Un vacarme assourdissant. Hargrove avait peut-être 10 secondes avant de perdre connaissance. Il le savait. Rhys le voyait dans ses yeux, la panique, la réalisation qu'il était en train de perdre. Alors il fit quelque chose de désespéré. Il saisit la prothèse et tordit fort. La jambe n'était pas conçue pour tourner dans ce sens. L'emboîture vrilla contre le moignon, envoyant des éclairs de douleur à travers tout son système nerveux. Rhys haleta. Sa prise se desserra. Hargrove arracha la jambe de son cou et lui enfonça le coude dans les côtes, les mêmes côtes qu'il avait déjà fissurées. Quelque chose se brisa. Rhys le sentit. Une côte qui cédait comme du bois sec. La douleur était blanche, aveuglante. Elle perdit sa prise. Hargrove se dégagea en rampant, respirant fort, son visage encore violacé de l'étranglement. Il se releva, ses yeux étaient fous, furieux. Espèce de petite. Il avançait vers elle. L'arbitre se plaça entre Dinuge. J'ai dit pause. 5 points de pénalité pour continuation après la sonnerie. Hargrove s'arrêta, regarda autour de lui, sembla réaliser où il était, ce qu'il faisait. La foule était silencieuse. Même ses partisans avaient l'air mal à l'aise. Cette fois, il avait dépassé les limites. Rhys roula sur le côté, essayant de respirer. Chaque inspiration lui envoyait des éclats de verre dans la poitrine. Côte cassée. Définitivement cassée. Eccles était là instantanément. « Rhys, on arrête. Tu as besoin d'un médecin. » « Non. » Sa voix sortit comme un sifflement. « Non, on n'arrête pas. Tu as des côtes cassées. Je sais ce que j'ai. » Elle attrapa son bras. « Aide-moi à me lever. » Il la regarda comme si elle était folle. Elle l'était peut-être, mais il la tira quand même sur ses pieds. Stanton était là aussi. « Caporal, c'est terminé. Vous avez prouvé votre point. Avec tout le respect que je vous dois, mon général. » Rhys toussa et cracha du sang. « Pas encore. » Elle regarda de l'autre côté du tapis. Hargrove buvait de l'eau, écoutait son coin, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle. Calculateur. Inquiet. Bien. Il devait être inquiet, parce que Rhys avait appris quelque chose d'important en ces 2 rounds. Hargrove était fort, habile, expérimenté. Mais il se battait en colère, et les combattants en colère font des erreurs. « Encore un round, dit-elle, c'est tout ce qu'il me faut. » Stanton l'examina longuement, puis il hocha lentement la tête. « C'est votre décision, caporal, mais si vous ne pouvez pas continuer, ne faites pas l'héroïne. C'est l'héroïsme qui m'a amené ici.
Mon général, j'en ai fini avec ça. Rhys testa son poids sur la prothèse. Elle tenait toujours. Elle tenait toujours. Là, je suis juste têtu. L'arbitre les rappela pour le 3e round. Hargrove parut surpris de la voir debout. « Tu devrais abandonner pendant que tu peux encore marcher. »« Drôle, » dit Rhys. « J'allais vous dire la même chose. » Son visage s'assombrit. « Tu te crois dur ? Tu penses que perdre une jambe te rend spécial. Tu n'es rien. Juste une autre soldate abîmée qui refuse d'accepter la réalité. » « La réalité ?» Rhys fit un pas vers lui. « Vous voulez parler de réalité ? Laissez-moi vous en parler. » La foule se pencha en avant. Même l'arbitre hésitait à démarrer le round. 15 mars 2021, vallée de Cunard. J'ai perdu cette jambe en sauvant 12 Marines d'une embuscade à l'IED. Je l'ai perdue en courant sous les balles. Perdue parce que j'ai choisi d'agir plutôt que de me planquer. Elle désigna Hargrove. Vous enseignez le combat depuis 15 ans. Dites-moi, mon lieutenant-colonel, combien de fois avez-vous couru vers une explosion ? La mâchoire d'Hargrove se crispa. On ne parle pas de combat, on parle de corps à corps. On parle de guerrier, coupa Rhys, et de la différence entre quelqu'un qui a été testé et quelqu'un qui se contente d'enseigner des tests. Elle sourit, et cela rouvrit la plaie de sa lèvre fendue. Oui, je suis abîmé. Mais je me suis abîmé en faisant quelque chose qui comptait. Quelle est votre excuse ? La foule était morte de silence. Le visage d'Hargrove passa du rouge au blanc. Quand il parla, sa voix était basse et dangereuse. Quand ce round commence, je vais te mettre à terre. Et ensuite ceci, le programme sera enterré là où il le mérite. Combattant, prêt ? Demanda l'arbitre. Rhys leva les mains. Hargrove se mit en garde. Combat ! Hargrove chargea. Plus de technique, plus de stratégie, juste de la rage. Il balança un coup de marteau qui lui aurait emporté la tête s'il avait atteint. Rhys se baissa, le laissa passer au-dessus, laissa son élan l'emporter devant elle. Elle ne comptera pas. Juste repositionnement, il revint. Combinaison en rafale, sauvage, puissante, incontrôlée. Rhys bloquait, esquivait, absorbait. Un coup passa et rouvrit sa lèvre en grand. Un autre dans les côtes fit glisser les os brisés l'un contre l'autre. Elle perdait chaque échange, chaque seconde, mais elle tenait debout, parce que c'était le secret, celui qu'Hargrove ne comprenait pas. Rhys avait déjà tout perdu, ce qui comptait vraiment. Sa jambe, sa carrière, son identité de marine. Elle avait passé 11 mois dans des hôpitaux et des séances de rééducation à réapprendre à marcher, à vivre avec une douleur fantôme qui ne disparaissait jamais, à comprendre que la personne qu'elle avait été était morte dans la vallée de Cunard, et que celle qu'elle était maintenant devait être construite de zéro. On ne survit pas à ça en étant tendre. On y survient en devenant du fer. Alors pendant qu'Hargrove se battait pour protéger son ego, Rhys se battait parce que c'était tout ce qui lui restait. Et il n'y a pas de combattant plus dangereux que celui qui a déjà tout perdu. Hargrove lança un autre crochet sauvage. Rhys entra dedans, tout près, si près qu'elle sentait sa sueur. Elle attrapa son uniforme des 2 mains et fit monter son genou prothétique dans son aine. L'impact était assisté hydrauliquement, 42 000 $ de technologie militaire, délivrant un traumatisme contondant à la partie la plus vulnérable de l'anatomie masculine. Les yeux d'Hargrove se révulsèrent, sa bouche s'ouvrit, aucun son n'en sortit. Il tomba, pas sur un genou. Complètement. Position fétale, main entre les jambes, émettant des sons d'animal mourant. La foule explosa, la moitié en acclamation, l'autre moitié sous le choc. L'arbitre était là. « Caporal Calloway, dans votre coin maintenant. » Rhys recula, main levée. Elle n'avait rien fait d'illégal. Les frappes à l'aine étaient autorisées dans le combat militaire. Déconseillées, mais autorisées. Hargrove était toujours à terre. L'arbitre commença à compter. 1, 2, 3. À 7, Hargrove tenta de se lever. Échoua, s'effondra de nouveau. 8, 9, 10. Combat terminé. La caporale Calloway gagne par TKO. La foule déchaînée se leva. Des soldats debout, des disputes dans les rangs. L'installation entière en ébullition. Mais Rhys ne regardait pas la foule. Elle regardait Hargrove. Il se redressait maintenant, le visage blême, les yeux humides, la fixant avec quelque chose entre la haine et l'incrédulité. Elle s'approcha de lui lentement, chaque pas envoyant une douleur dans ses côtes brisées. Elle s'accroupit à côté de lui, assez près pour que lui seul puisse entendre. « Vous avez mentionné mon père tout à l'heure, dit-elle doucement.
Le colonel Calloway est mort en mars 2015. Ici même à Fort Bliss. Accident de véhicule, disent-ils. Les yeux d'Hargrove s'écarquillèrent légèrement. Mais les accidents sont des choses étranges, continua Rhys. Parfois ce ne sont pas des accidents du tout. Parfois ce sont juste des moyens commodes de faire taire des gens qui posent trop de questions. Elle se pencha encore. Mon père vous enquêtait, n'est-ce pas? Il enquêtait sur vos combats illégaux, vos abus. Et il est mort avant de pouvoir finir. Je ne sais pas de quoi vous parlez, murmura Hargrove. Menteur. Rhys se leva. Mais c'est bon, parce que ça, elle désigna le tapis, son corps à terre, la foule qui regardait. Ce n'est que le début. Elle s'éloigna. Eccles était là pour la rattraper. Tu l'as fait. Bon Dieu, Rhys, tu l'as vraiment fait. Pas encore. La vision de Rhys commençait à se brouiller. L'adrénaline se dissipait et la douleur des côtes brisées devenait impossible à ignorer. Les caméras, elles ont tout capturé? Chaque seconde. Rhys sentit ses jambes fléchir. Eccles la rattrapa. Puis elle chercha Stanton du regard. Le général traversait le tapis vers elle. Il s'arrêta devant elle, visage illisible. Caporal Calloway, c'était le déploiement le plus brutal de technique sur la force dont j'ai jamais été témoin. Merci mon général. C'était aussi irresponsable, dangereux, et vous avez au moins 2 côtes brisées. La voix de Stanton était sévère, mais ses yeux étaient fiers. Vous allez à l'infirmerie maintenant, c'est un ordre. Oui, mon général. Mais avant que Stanton puisse la congédier, Rhys se retourna vers la foule et éleva la voix. Le lieutenant-colonel Hargrove a dit que ce programme était dangereux, que les soldats handicapés ne peuvent pas se battre, que nous sommes un handicap. Le silence se fit. Il avait tort. Rhys désigna Hargrove, toujours au sol, et je viens de le prouver, pas parce que je suis exceptionnel, pas parce que je suis une sorte de super-héroïne, mais parce que j'ai appris à me battre avec ce que j'ai plutôt que de pleurer ce que j'ai perdu. Elle marqua une pause. Ce programme apprendra aux vétérans handicapés à faire de même, et si quelqu'un d'autre veut le contester, elle regarda directement Hargrove. Je serais ravi de faire une autre démonstration. La foule éclata en applaudissements. Stanton se pencha vers elle. Beau discours, caporal. Il fallait vendre le programme, mon général. Vous l'avez vendu. Chaque chaîne d'information aura la vidéo d'ici demain. Le sergent-chef Eccles conduisez-la à l'infirmerie. Oui, mon général. En sortant, Rhys vit Morgan Hale. Le capitaine pleurait, souriait et pleurait en même temps. Elle articula 2 mots en silence. Merci. Rhys hocha la tête, trop épuisé pour sourire. Trop abîmé pour faire autre chose que se concentrer sur ses pas. Mais alors qu'ils franchissèrent la porte, qu'elle traversait la foule qui s'écartait, elle entendit quelque chose qui valait toute la douleur. Une jeune femme soldat, 22 ans peut-être, disant à son ami « T'as vu ça ? Elle l'a battu. Elle l'a vraiment battu. » Et son ami répondant « Ouais, peut-être qu'on peut. Nous aussi, peut-être qu'on peut. » C'était le but. Ça avait toujours été le but. Non pas prouver que Rhys était exceptionnel, mais prouver que les guerriers se battent encore, quoi qu'ils aient un doigt perdu. L'infirmerie de Fort Bliss sentait comme chaque hôpital militaire que Rhys avait connu. Antiseptique, cire de sol, cette qualité particulière d'air conditionné qui tourne depuis 20 ans. Le médecin était la lieutenant-commandeur de Marine Claire Nguyen. La quarantaine, compétente, des mains et des yeux, qui avait vu assez de blessures de combat pour n'être plus surpris par rien. Elle appuya doucement sur la cage thoracique de Rhys et observa son visage. « Ça fait mal ?»« Oui, commandante. »« Ça ?»« Oui, commandante. »« Ça ?»« Chaque centimètre carré fait mal, commandante. » Nguyen recula et nota sur sa tablette. 3 côtes cassées, côté gauche, numéro 7, 8 et 9. Fracture nette, heureusement. Pas de fragments, pas de pneumothorax. Elle regarda Rhys par-dessus ses lunettes. Vous êtes tellement chanceux. Si l'une d'elles avait perforé un poumon, vous seriez en chirurgie là maintenant. Chanceux, répéta Rhys, le mot sonnait creux. Vous avez aussi des contusions sévères à l'abdomen, aux cuisses et au moignon droit. La pression de l'emboîture pendant le combat a causé des dommages tissulaires significatifs. Vous allez devoir rester à l'écart de cette jambe pendant au moins 1 semaine. Nguyen était ferme. Et les côtes nécessitent 6 semaines de guérison. Pas d'entraînement au combat,
Pas de charge lourde, pas de mouvement brusque. Je vous cloue au sol, caporal. Ordre médical. Etcholls, assis dans un coin, émit un son qui ressemblait à un rire étouffé. Elle n'écoutera pas, commandante. Alors elle finira ici, avec des blessures pires. Nguyen regarda Rhys. J'ai lu votre dossier. Je sais ce que vous avez traversé à Brooke Army Medical Center. 11 mois de chirurgie et de rééducation. Vous vous êtes battu comme une enragée pour remarcher. Ne gâchez pas ça en faisant l'idiote. Rhys la regarda dans les yeux. J'apprécie la sollicitude, commandante, mais j'ai du travail à faire. Le programme adaptatif peut attendre. Il ne s'agit plus du programme. Rhys s'assit plus droite, ignorant la lance de douleur dans la poitrine. Il s'agit de Cole Hargrove, de ce qu'il a fait, et de s'assurer qu'il ne peut plus recommencer. Nguyen's expression shifted. Nguyen changea d'expression. Premier sergent, puis-je parler librement ? Vous n'êtes pas dans ma chaîne de commandement, commandante. Parlez comme vous le souhaitez. Hargrove abuse de sa position depuis des années. Harcèlement sexuel, humiliation, pire encore. Il a détruit les carrières d'au moins 5 femmes soldats, peut-être plus. Et il a été protégé par son oncle et le réseau des vieux camarades. Nguyen posa sa tablette. J'ai des preuves, nous en rassemblons. Etcholls se pencha en avant. La vidéo du combat d'aujourd'hui est enregistrée. Hargrove a proféré des menaces, a dit des choses à propos du père de la caporale Calloway, des choses sur caméra dont il va regretter. Nguyen resta silencieuse un long moment. Puis, elle s'assit. Je suis à Fort Bliss depuis 3 ans. Dans ce temps, j'ai traité 4 femmes soldats pour des blessures d'entraînement qui ne correspondaient pas à la description de leurs accidents rapportés. Des blessures défensives sur les avant-bras, des schémas d'impact compatibles avec des coups portés, pas des chutes. Sa voix était calme. J'ai tout documenté. J'ai soumis des rapports. Rien n'est arrivé. Vous pensez qu'Hargrove était impliqué ? Je pense que quelqu'un l'était. Et je pense que quelqu'un avait assez de pouvoir pour faire disparaître mes rapports dans un classeur. Nguyen reprit sa tablette. Je vous prescris des analgésiques. Hydrocodone, 5 mg. 1 toutes les 6 heures selon les besoins. Je vous donne aussi la note médicale vous dispensant d'activité physique pendant 6 semaines. Commandante, je ne peux pas... Laissez-moi finir. C'est ma recommandation officielle. Officieusement, vous êtes une adulte qui fera ce qu'elle juge bon, quoi que je dise. Alors au moins, prenez les analgésiques. Et si vous commencez à cracher du sang ou à avoir du mal à respirer, revenez ici immédiatement. Compris. Rhys sourit malgré la douleur. Compris, commandante, merci. Ne me remerciez pas. Vivez juste. J'ai déjà assez de paperasse. Dehors, le soleil se couchait. Le ciel du désert virait au violet et à l'or. Le genre de beauté qui n'existe que dans les endroits où rien ne pousse. Etcholls aida Rhys à monter dans son pick-up, un vieux Ford F-150 avec un autocollant Marine Corps à moitié effacé sur le pare-choc. « Tu devrais te reposer » dit-il. « Après ? Après quoi ? Après qu'on ait parlé à Morgan Hale et aux autres victimes, après qu'on ait déterminé exactement ce qu'on a sur Hargrove. » Rhys le regarda. « Travis, cette chose qu'il a dite sur mon père, sur comment il avait appris à garder la bouche fermée, sur les accidents qui n'en sont pas, je l'ai entendu. Tout était sur caméra. Chaque mot. » Etcholls démarra le moteur. Le sergent-chef Caffrey s'en est assuré. Elle avait 3 caméras, 3 angles, et elle a déjà fait des copies de sauvegarde. Pourquoi ferait-elle ça ? Les mains d'Etcholls se crispèrent sur le volant. Parce que Caffrey était la 2e victime. Septembre 2019. Hargrove l'a harcelée. Elle a rapporté. L'enquête n'a abouti à rien. Elle a été mutée en Alaska. 2 ans, là-bas, elle a finalement réussi à revenir. Elle attendait depuis une chance de le coincer. Rhys ferma les yeux. Les pièces s'assemblaient, un schéma d'abus qui s'étendait sur des années, de multiples victimes, un système qui protégeait l'agresseur et punissait les plaignantes. Et maintenant, enfin, une chance de briser ce schéma. « Où va-t-on » demanda-t-elle. « Chez Morgan Hale. Elle rassemble les autres. Toutes celles qui sont prêtes à parler. La maison était hors base, dans un lotissement qui quaternait aux familles militaires. Bâtiment beige identique, petite cour identique. Morgan répondit à la porte en jogging et sweat de fac. Ses yeux étaient rouges, mais son sourire était sincère. « Vous avez l'air d'avoir pris cher, dit-elle à Rhys. 3 côtes cassées. Ça valait le coup, non ? J'ai regardé la vidéo. Regardez le moment où il est tombé.
Regardez son visage quand il a réalisé qu'il avait perdu. Son sourire s'élargit. La plus belle chose que j'ai vue depuis 2 ans. À l'intérieur, 3 autres femmes attendaient, assises dans le salon de Morgan avec du café. Elles se levèrent quand Rhys entra. La première était grande, athlétique, afro-américaine, aux cheveux très courts. Capitaine Jada Prescott, première victime, 2019, la deuxième hocha la tête. Sergent Tessa Drummond, 2021, mutée en Alaska après avoir déposé ma plainte. La troisième était plus jeune, 25 ans peut-être. Sergent-chef Nora Caffrey, vous m'avez déjà rencontré, je suis celle qui a filmé le combat d'aujourd'hui. Rhys serra la main de chacune. Merci d'être là. Merci de lui avoir botté le cul, dit Jada sans détour. J'attends ça depuis 4 ans. Ils s'assirent. Eccles fit les présentations, expliqua ce qu'ils avaient jusqu'alors, la vidéo, les menaces d'Hargrove sur caméra, le schéma d'abus. Voilà le problème, dit Eccles. Même avec la vidéo, même avec vous toutes prêtes à témoigner, Hargrove a de la protection. Son oncle est le lieutenant-général à la retraite Gerald Hargrove. À la retraite, mais toujours connecté. Toujours des amis qui lui doivent des faveurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Morgan. Rhys se pencha en avant, ignorant la douleur dans ses côtes. On construit un dossier si solide qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. On documente tout. Chaque incident, chaque témoin, chaque preuve, et on rend ça public. Public ? Comment ? Tessa Drummond parut sceptique. On a essayé les voies officielles. Elles ne fonctionnent pas. Alors on utilise les voies non officielles. Rhys regarda Eccles. Tu disais que les chaînes d'infos auraient la vidéo d'ici demain ? Ça se passe déjà. Le bureau des affaires publiques du général Stanton la présente comme une démonstration réussie du programme adaptatif. Mais la vidéo est là, sur les réseaux, et elle devient virale. Bien. Ça veut dire l'attention, ça veut dire la pression. Rhys se tourna vers les femmes. J'ai besoin que chacune d'entre vous couche tout par écrit. Date, heure, témoin, preuve physique, tout. Et j'ai besoin que vous soyez prêtes à le dire officiellement. Ils vont riposter, dit Jada doucement. Ils le font toujours. Ils l'ont déjà fait. Ils ont détruit vos carrières. Ils vous ont muté. Ils vous ont fait taire. La voix de Rhys se durcit. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de plus ? Nora Caffrey prit la parole. Ma dignité, c'est ce qu'ils ont pris. Ils m'ont fait me sentir folle, comme si j'avais tout imaginé, comme si j'étais le problème. Elle regarda Rhys. Mais en vous regardant vous battre aujourd'hui, en regardant vous le faire saigner, je me suis souvenu de quelque chose. Je ne suis pas le problème. C'est lui. Morgan se leva et s'approcha d'un classeur dans le coin de la pièce. Elle en sortit un dossier épais. Je documente tout depuis 1 an. Chaque conversation, chaque email, chaque évaluation de performance. Je savais qu'un jour, j'en aurais besoin. Elle tendit le dossier à Rhys. C'est pour vous, utilisez-le. Jada se leva à son tour. J'ai des preuves. Des photos de mes blessures quand il m'a envoyé à l'hôpital. Des dossiers médicaux. J'ai tout gardé. Tessa hocha la tête. J'ai enregistré certaines de nos conversations. Pas toutes, mais assez. Nora sortit son téléphone. J'ai les images du combat. Les 3 angles. Mais aussi des images d'autres séances d'entraînement où Hargrove est allé trop loin. Je les collecte depuis des mois. Rhys regarda la pile de preuves qui se formait devant elle. Dossiers, clés USB, enregistrements téléphoniques, des années de douleur et de silence finalement transformés en munitions. C'est bien, dit-elle, c'est vraiment bien. Mais on a besoin de plus. On doit relier Hargrove à la mort de mon père. Prouver que ce n'était pas un accident. Eccles ouvrit son ordinateur portable. J'ai fouillé. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le rapport d'enquête sur l'accident de 2015. Il ouvrit un PDF, enquête officielle de l'armée. Colonel James R. Calloway, tué quand son véhicule avait quitté la route lors d'un exercice de nuit. Défaillance des freins, conclut accidentel. Mais regardez ça. Eccles zooma sur une section. Le véhicule était un Ford Explorer 2012 de la flotte, entretenu par le parc automobile. Selon les registres de maintenance, il avait subi une inspection complète des freins, 3 jours avant l'accident. Aucun problème trouvé. Donc les freins ont lâché 3 jours après avoir été inspectés. C'est possible mais peu probable. Mieux encore.
Le mécanicien qui a fait cette inspection, le sergent-chef Ramon Delgado, a pris sa retraite en 2016 et s'est installé au Nevada. Je lui ai téléphoné. Eccles regarda Reese. Il se souvient du véhicule de votre père. Dit que les freins étaient parfaits. Aucune fuite, rien qui clochait. Il a été choqué en apprenant l'accident. A-t-il dit autre chose ? Qu'on est venu lui parler après l'accident. Un civil lui a dit de garder la bouche fermée sur ce qu'il avait trouvé, ou n'avait pas trouvé. Lui a offert de l'argent. Delgado a refusé, mais il a compris le message. Peu après, il a pris sa retraite anticipée. Il a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité. Qui était le civil ? Il ne sait pas. Mais l'enquête était supervisée par le lieutenant-général Gerald Hargrove, qui se trouvait être le commandant de la base à l'époque. Le silence s'installa dans la pièce. Morgan le brisa. « Vous êtes en train de dire que l'oncle d'Hargrove a couvert un meurtre ? Je dis que les preuves pointent dans cette direction, dit Echols. Mais le prouver va être difficile. Ça fait 8 ans. Le véhicule a été mis à la ferraille. La plupart des enquêteurs ont pris leur retraite ou ont été mutés. Et le seul témoin qu'on a, Delgado, est trop effrayé pour parler officiellement. Alors on trouve d'autres preuves. Qu'est-ce que mon père enquêtait quand il est mort ? Vous avez dit des combats illégaux. Eccles hocha la tête. D'après les enregistrements fragmentaires que j'ai pu trouver, le colonel Calloway enquêtait sur des signalements de formation non autorisés au combat. Des soldats de rang inférieur forcés à se battre les uns contre les autres, sans équipement de protection, sans surveillance médicale. Plusieurs blessés graves. Un mort. Qui est mort ? Le fantassin de première classe, Tyler Moss. Novembre 2014. 20 ans. Retrouvé mort dans la caserne. Conclu arrêt cardiaque suite à une cardiopathie non diagnostiquée. Eccles s'arrêta. Mais les photos de l'autopsie montrent des contusions extensives. Un nez cassé, une fracture orbitale. Il a l'air d'avoir été battu à mort, pas mort d'une crise cardiaque. Reese se leva et se mit à faire les 100 pas malgré la douleur. Donc, mon père a découvert qu'Hargrove organisait des combats illégaux. A découvert qu'un soldat était mort à cause de ça. A commencé à enquêter. Et puis, il est mort dans un accident commode avant de pouvoir déposer son rapport. C'est la théorie. Où est la preuve ? Où est le dossier d'enquête de mon père ? Classifié, scellé après sa mort, par ordre du lieutenant-général Gerald Hargrove. Eccles marqua une pause. J'ai essayé d'y accéder, sans succès. Qui pourrait lever ce classement ? Le JAG, l'inspecteur général, peut-être le prévôt, ou quelqu'un avec une habilitation suffisante pour annuler la classification. Eccles hésita. Comme un général. Ils se regardèrent. Vous lui faites confiance ? Demanda Reese. Je pense que oui. C'est lui qui vous a amené ici. C'est lui qui voulait que ce programme réussisse. Et c'est lui qui a ordonné l'arrestation d'Hargrove, après le combat. Arrêté ? Echols sourit sombrement. Vous n'avez pas entendu, juste après que vous soyez parti à l'infirmerie. Stanton a ordonné à la police militaire de détenir Hargrove, en attente d'enquête pour agression et comportement indigne d'un officier. Il est en garde à vue en ce moment. Reese sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Pas le soulagement, pas encore. Mais le début. Il faut parler à Stanton ce soir. Le bureau de Stanton était encore allumé quand ils arrivèrent à 21h. Le général répondit lui-même à leur coup. Il n'eut pas l'air surpris de les voir. Caporal Calloway, vous devriez vous reposer. Mon général, j'ai besoin de vous parler de mon père. L'expression de Stanton ne changea pas, mais quelque chose frémit dans ses yeux. Entrez. Ils s'assirent. Stanton versa 3 verres de whisky depuis une bouteille dans le tiroir de son bureau. Je connaissais votre père, caporal, pas intimement, mais je le connaissais. C'était un bon officier, honorable, le genre d'homme dont l'armée a besoin davantage. Il enquêtait sur Cole Hargrove quand il est mort. Oui. Et sa mort a été conclue accidentelle. Oui. Mais ce n'était pas un accident, n'est-ce pas, mon général ? Stanton fut silencieux un long moment. Puis il but une gorgée. Off the record ? Oui, mon général. J'étais colonel en 2015, commandant adjoint de la base. Votre père est venu me voir 3 semaines avant sa mort. Il m'a montré ce qu'il avait trouvé, les combats, les blessures, la mort du fantassin Moss. Il avait des preuves, des photos, des témoignages. C'était accablant. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je lui ai dit de saisir l'IG, de passer par les canaux officiels. Il était d'accord. La voix de Stanton était plate. 2 semaines plus tard, il était mort. Et toutes ses preuves avaient disparu. Son bureau avait été vidé, les fichiers de son ordinateur effacés. Les témoins ne se rappelaient soudainement plus rien. Et vous n'avez pas enquêté ? J'ai essayé. J'ai poussé pour une enquête indépendante sur l'accident. On m'a dit de laisser tomber, que j'interférais avec un dossier clos, qu'une retraite anticipée m'attendait si je persistais. Stanton finit son verre. Alors j'ai fait un choix. Sacrifier ma carrière pour une affaire que je ne pouvais pas prouver, ou rester et essayer de changer le système de l'intérieur. Vous avez choisi de rester. J'ai choisi de survivre, et je le regrette chaque jour depuis. Stanton se versa un autre verre. Quand je suis devenu commandant de la base l'année dernière, la première chose que j'ai faite a été d'essayer d'accéder au dossier d'enquête de votre père. Toujours classifié, toujours scellé par ordre du lieutenant-général Gerald Hargrove. Pouvez-vous lever ce classement, mon général ? Pas sans cause justifiée, et pas sans risquer un autre étouffement. Mais s'il y avait de nouvelles preuves, si des témoins étaient prêts à témoigner, si j'avais une cause probable pour rouvrir l'enquête, alors je pourrais justifier l'accès à ces fichiers. Rhys comprit. Le combat aujourd'hui, les menaces d'Hargrove sur caméra, c'est votre cause probable. C'est un début. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un schéma d'abus. De victimes prêtes à témoigner officiellement. D'une chaîne de preuves reliant Hargrove à de multiples crimes sur plusieurs années. Etcholls posa son ordinateur sur le bureau de Stanton. « On a ça, mon général. » Pendant l'heure suivante, ils étalèrent tout. 5 victimes, harcèlement documenté, mutation et représailles, la mort suspecte du fantassin Tyler Moss, l'accident commode du colonel Calloway, les déclarations de témoins, les dossiers médicaux, les photos, les preuves vidéo. Stanton écouta sans interrompre. Son visage resta impassible, mais Rhys vit sa main se serrer sur son verre de whisky quand ils décrivirent ce qui était arrivé à chaque femme. Quand ils eurent fini, il se carra dans son fauteuil. « C'est suffisant, » dit-il doucement. « C'est suffisant pour le couler, lui et son oncle. »« Qu'est-ce qu'on fait, mon général ?» Stanton se leva et approcha de sa fenêtre. Dehors, Fort Bliss s'installait pour la nuit. Des lumières dans les casernes, le son distant d'un sergent instructeur appelant la cadence. « Je vais appeler le secrétaire à l'armée. Demander une audience article 32 immédiate pour le lieutenant-colonel Cole Hargrove. Charges multiples, agression, harcèlement sexuel, comportement indigne d'un officier, obstruction à la justice et complot en vue de meurtre. » Le secrétaire écoutera. Il le fera quand je lui enverrai ses preuves, et quand je lui dirai que si rien ne se passe, je remets ma commission et tiens une conférence de presse. Stanton se retourna. J'aurais dû faire ça il y a 8 ans. Aurais dû me battre pour votre père, je ne l'ai pas fait. C'est sur moi. Son regard était direct. Mais je peux me battre pour vous maintenant. Pour vous toutes. Rhys sentit sa gorge se serrer. Merci, mon général. Ne me remerciez pas encore. L'oncle d'Hargrove a encore du pouvoir, encore des amis. Ça va être un combat. Bien, dit Rhys, j'y suis habitué. L'audience article 32 était prévue pour le 30 novembre 2023. 2 semaines après le combat. 2 semaines pour l'armée de rassembler les preuves, interviewer les témoins, construire un dossier. 2 semaines qui parurent 2 ans. Rhys les passa dans un brouillard d'analgésiques et de dépositions. Les avocats militaires du GIG l'interviewèrent pendant des heures. Chaque détail du combat, chaque mot d'Hargrove, chaque menace qu'il avait proférée. Ils interviewèrent les 5 victimes, entendirent bâcler leurs histoires, documentèrent leurs preuves. Ils interviewèrent le sergent-chef Delgado, le mécanicien qui avait inspecté le véhicule du colonel Calloway. Il témoigna avec réticence, avec peur, que les freins avaient été parfaits 3 jours avant l'accident, que quelqu'un l'avait pressé de rester silencieux. Ils exhumèrent le corps du fantassin Tyler Moss. Nouvelle autopsie, nouveau médecin légiste, nouvelle conclusion. Mort par traumatisme contondant, pas d'arrêt cardiaque. Homicide, pas mort naturelle. Les preuves s'accumulaient jour après jour, heure après heure. Le 23 novembre, 2 jours avant l'audience, Rhys reçut un email chiffré. Pas de nom d'expéditeur, pas de signature.
Juste 3 pièces jointes. La première, des relevés financiers militaires, montrant des virements depuis le compte personnel de Gerald Hargrove vers le sergent-chef Delgado, date des virements 3 jours après la mort du colonel Calloway. Montant, $50 000. La deuxième, un appel téléphonique enregistré de novembre 2014. La voix de Gerald Hargrove, claire et sans équivoque, l'affaire Moss est réglée. Aucune irrégularité ne sera signalée dans l'autopsie. Le médecin légiste comprend que sa carrière dépend de sa coopération. La troisième, une note manuscrite photographiée. Si vous lisez ceci, je suis mort. Mais la vérité ne devrait pas mourir avec moi. Colonel James R. Calloway. Les mains de Reese tremblèrent pendant qu'elle transférait tout à Stanton. 12 heures plus tard, des marshals fédéraux encerclèrent la propriété de Gerald Hargrove en Virginie. Et le 25 novembre, 5 jours avant l'audience, l'armée arrêta le lieutenant-général à la retraite Gerald Hargrove. Retraité ou pas, il était soumis à la justice militaire. Et les charges étaient stupéfiantes. Complot en vue de meurtre, obstruction à la justice, complicité après les faits, abus de position, corruption. Les nouvelles explosèrent. CNN, Fox News, MSNBC. Chaque grande chaîne reprit l'histoire. Un général à retraite arrêté pour avoir couvert un meurtre. Le neveu impliqué dans de multiples crimes. Les victimes s'expriment enfin. L'armée ne pouvait plus l'ignorer. Plus possible d'étouffer ça. L'audience fut tenue dans un auditorium de Fort Bliss reconverti en salle d'audience. Place pour 200 personnes, chaque place occupée. Reese s'assit au premier rang, encadré d'Echols et de Morgan Hale. Ses côtes élançaient toujours, mais la douleur était gérable. 3 semaines de guérison, 3 semaines d'attente. Cole Hargrove fut escorté dans la salle en uniforme. On lui avait accordé cette dignité au moins. Mais sans décoration, sans un signe de grade. Juste un uniforme ordinaire et des menottes. Il ne regarda pas Reese, ne regarda aucune de ses victimes. Il regarda le sol. La juge, un colonel complet nommé Sandra Wexler, appela l'audience à l'ordre. Cette audience, article 32, est convoquée pour déterminer si des preuves suffisantes existent pour procéder à une cour martiale. Elle lut les charges, toutes les 12, agression, harcèlement sexuel, comportement indigne d'un officier, organisation de combats illégaux, complot en vue de meurtre du colonel James R. Calloway, complicité dans le meurtre du fantassin Tyler Moss. La liste continua. Puis vinrent les témoins. Morgan Hale témoigna en premier, décrivit le harcèlement, les représailles, la destruction de sa carrière. Sa voix était stable, claire, accablante. Le tribunal fut silencieux. Jada Prescott vint ensuite. Décrivit le combat où Hargrove l'avait envoyé à l'hôpital. Montra des photos de ses blessures. La salle ne dit rien. Tessa Drummond, Nora Caffrey. L'une après l'autre, elles racontèrent leurs histoires. Puis le sergent-chef Delgado. Il témoigna de l'inspection des freins, du civil venu le faire taire, des $50 000 apparus sur son compte 3 jours après sa retraite. De l'argent qu'il n'avait jamais touché, gardé comme assurance. Puis le nouveau médecin légiste qui avait examiné le corps de Tyler Moss. Il témoigna que l'autopsie originale avait été falsifiée, que Moss avait été battu à mort, que ses blessures étaient compatibles avec de multiples impacts de poings et de pieds. Puis la vidéo du combat. La salle regarda en silence Hargrove se condamner lui-même avec ses propres mots. Finalement, Reese fut appelée à témoigner. Elle marcha jusqu'à la barre lentement. Sa prothèse murmura. Tous la regardèrent. Le procureur, un capitaine du GIG, nommé Patrick Dolan, s'approcha. Caporal Calloway, veuillez décrire les événements du 16 novembre 2023. Reese le fit. Le défi, le combat, les choses qu'Hargrove avait dites. Et quand le lieutenant-colonel Hargrove a mentionné votre père, quelle a été votre réaction? La surprise, monsieur. Je ne savais pas que mon père avait enquêté sur Hargrove. Je ne savais pas qu'il y avait un lien entre eux. Mais vous savez maintenant. Oui, monsieur. Et que croyez-vous qu'il soit arrivé à votre père? L'avocat de la défense objecta. Appel à la spéculation. Je reformule, dit Dolan. Caporal Calloway, sur la base des preuves que vous avez vues, croyez-vous que la mort de votre père était un accident? Reese regarda Hargrove. Il fixait ses mains. Non, monsieur. Je crois que mon père a été assassiné.
Je crois que quelqu'un a saboté son véhicule et que c'est pour faire taire son enquête sur les activités illégales du lieutenant-colonel Hargrove. Le tribunal murmura. La juge Wexler frappa son marteau pour le silence. Dolan continua. Une dernière question, caporal. Pourquoi avez-vous accepté le défi de Hargrove ? Initialement, pour prouver que les soldats handicapés peuvent rivaliser, pour prouver que le programme adaptatif a de la valeur. Reese marqua une pause. Mais après avoir appris le schéma d'abus, les autres victimes, mon père, je me suis battu pour elles. Pour toutes les personnes qu'Hargrove avait blessées. Pour toutes celles qui ne pouvaient pas se battre elles-mêmes. Merci, caporal. Pas d'autres questions. L'avocat de la défense, un commandant qui semblait visiblement mal à l'aise avec son client, n'eut aucune question pour Reese. L'audience dura 2 jours. À la fin, la juge Wexler annonça sa décision. Ayant examiné toutes les preuves et dépositions, je constate qu'il existe une cause probable pour procéder à une cour martiale générale pour toutes les charges. Le lieutenant-colonel Cole Hargrove est renvoyé en jugement. La libération sous caution est refusée. L'accusé restera en détention jusqu'au procès. Le marteau tomba. Hargrove fut emmené. Cette fois, il regarda Reese, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. La peur. Le procès lui-même eut lieu en janvier 2024. La justice militaire est lente, mais quand elle se met en marche, elle est minutieuse. Le jury était composé de 7 officiers, 3 femmes, 4 hommes, tous des vétérans de combat, tous familiers avec la culture qu'Hargrove avait exploitée. L'accusation construisit son dossier méthodiquement. Témoin après témoin, document après document. Les preuves étaient accablantes. La défense essaya d'argumenter qu'Hargrove était un bouc émissaire, un soldat dévoué, crucifié, pour se donner bonne conscience, qu'il était victime de la mode politique. Le jury n'avala pas. Le 18 janvier 2024, après 3 heures de délibération, il rendit son verdict. Coupable sur les 12 chefs d'accusation. La sentence vint 2 jours plus tard. La juge Wexler ne fit pas dans la clémence. Lieutenant-colonel Cole Hargrove, vous avez été reconnu coupable de crimes qui portent atteinte au cœur de l'honneur militaire. Vous avez abusé de votre position. Vous avez prédaté sur ceux qui étaient sous votre commandement. Vous avez détruit des carrières, des vies et des familles. Et vous avez conspiré pour commettre un meurtre afin de couvrir vos crimes. Elle marqua une pause. La peine maximale pour vos crimes est l'emprisonnement à vie. Cependant, en tenant compte de vos états de service antérieurs et de la possibilité de réhabilitation, je vous condamne à ce qui suit. 18 ans de réclusion à la prison disciplinaire des États-Unis de Fort Leavenworth, réduction au grade de simple soldat, renvoi déshonorable, confiscation de toute solde et indemnité. Hargrove ne montra aucune émotion. Il était là, droit, le regard vide. La juge continua. De plus, cette cour recommande que l'inspecteur général enquête sur tous les individus ayant participé à la dissimulation des crimes, y compris le lieutenant général à la retraite Gerald Hargrove. Le marteau tomba. Justice fut enfin rendue. Le procès du lieutenant général à la retraite Gerald Hargrove vint en mars 2024. Il se défendit plus âprement que son neveu. Il embaucha des avocats civils, fit jouer ses relations, soutint qu'il avait suivi des ordres, protégé l'institution, fait ce qu'il pensait être juste. Les preuves en jugèrent autrement. Il fut condamné pour obstruction à la justice et complicité après les faits. Le juge, un juge civil fédéral puisque Gerald Hargrove était à la retraite, le condamna à 8 ans de prison fédérale. De plus, le secrétaire à la défense fit réduire son grade de retraité de lieutenant général à colonel. Il perdrait sa pension de 3 étoiles, perdrait le prestige qu'il avait mis 40 ans à bâtir, perdrait tout, comme il avait fait perdre tout à tant d'autres. Les changements institutionnels vinrent rapidement après. Le Pentagone, embarrassé par le scandale, mit en place de nouveaux protocoles de surveillance. Des révisions indépendantes de l'IG pour toutes les plaintes de harcèlement. Des défenseurs des victimes avec un rapport direct au secrétaire à la défense. Des lignes directes anonymes. Une formation obligatoire. Serait-ce suffisant ? Peut-être pas. Les systèmes IA sont difficiles à changer, mais c'était un début. Le programme de combat adaptatif reçut son financement complet en février 2024, 2 400 000 $ par an, de quoi former des centaines de vétérans handicapés.
On proposa à Rhys le poste de directrice. GS14, échelle civile, 110 000 $ par an, un bureau, une équipe, la chance de bâtir quelque chose qui compte. Elle accepta. Etchol s'engagea comme directeur adjoint. Ensemble, ils conçurent un programme de 12 semaines. Entraînement physique adapté à diverses formes de handicap, techniques de combat rapprochées, maniement des armes, déplacement tactique, mais surtout résilience, adaptation, la compréhension que perdre une partie de soi ne signifie pas perdre tout soi. La première promotion commença en janvier 2024. 47 stagiaires, amputés, survivants de traumatismes crâniens, soldats à mobilité réduite, soldats avec des blessures invisibles, des soldats qui pensaient que leur service était terminé. Ils s'entraînèrent dans la même installation où Rhys avait combattu Hargrove. Les mêmes tapis, le même équipement. Mais l'énergie était différente. Plus d'humiliation, plus d'abus. Juste du travail acharné et du respect mutuel. Rhys leur enseigna ce qu'elle avait appris, que la technique bat la force, que l'intelligence bat la puissance, que l'arme n'est pas le corps, c'est l'esprit. Et le 15 mai 2024, exactement 6 mois après le combat, ils tinrent la cérémonie de remise des diplômes. Les 47 stagiaires y achevèrent le programme. Les 47 reçurent leur certificat. Les 47 prouvèrent que le handicap n'est pas l'incapacité. La cérémonie se déroula en plein air, sous le soleil du désert, devant 200 personnes, membres de la famille, amis, autres vétérans. Le général Stanton prononça le discours inaugural. Parla de résilience, d'honneur, des guerriers qui servent non parce que c'est facile, mais parce que ça compte. Puis Rhys prit la parole. Elle se tint au podium sans note. Sa prothèse était visible sous son uniforme de cérémonie. Elle avait gagné le droit de le porter à nouveau pour l'occasion. Le soleil faisait briller le titane. « Il y a 3 ans, commença-t-elle, j'ai perdu ma jambe en Afghanistan. Je l'ai perdue en sauvant la vie de 12 Marines. Et pendant longtemps après, j'ai cru que j'avais tout perdu. Ma carrière, mon identité, mon but. L'assistance était silencieuse. Je me trompais. Je n'avais pas tout perdu. J'avais juste perdu une chose. Et en perdant cette chose, j'avais trouvé quelque chose de plus important. J'avais découvert qui j'étais vraiment. Pas une marine, pas un tireur d'élite, pas même un soldat. J'étais une guerrière. Et les guerriers ne cessent pas d'être des guerriers parce qu'ils perdent un membre. Ils s'adaptent, ils surmontent, ils trouvent de nouvelles façons de se battre. Elle marqua une pause, regardant les diplômés. Vous, 47 personnes, en faites la preuve. Vous prouvez que la perte ne définit pas la force. Vous prouvez que les cicatrices ne déterminent pas la valeur. Vous prouvez que des soldats qui ont tout donné peuvent encore donner plus. Sa voix gagna en force. Certains vous regarderont et verront vos handicaps, vos fauteuils roulants, vos prothèses, vos cicatrices. Laissez-les. Parce que vous savez ce que vous êtes vraiment. Vous êtes ceux qui se sont battus quand se battre leur a coûté quelque chose. Vous êtes ceux qui ont servi quand servir a signifié le sacrifice. Vous êtes ceux qui ont refusé d'abandonner quand abandonner était le choix facile. Elle sourit. Bienvenue dans le combat. Bienvenue dans la famille. Et rappelez-vous, une arme n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être précise. La foule explosa. Ovation debout, 3 minutes d'applaudissements. Les diplômés marchèrent vers la scène. Chacun s'arrêta pour saluer Rhys, chaque salut rendu avec fierté. Parmi eux, des soldats sans jambes, sans bras, sans un œil, des soldats en fauteuil roulant, des soldats portant des blessures invisibles. Mais quand Rhys les regardait, elle ne voyait pas des handicapés. Elle voyait des guerriers. Après la cérémonie, il y eut une réception. Discours, nourriture, félicitations. Rhys s'éclipsa de la foule, trouva un endroit calme derrière l'installation, juste elle et le désert et le soleil couchant. Elle entendit des pas derrière elle. « Tu t'en es bien sorti », dit Eccles. « On s'en est bien sorti. » Ils restèrent silencieux un moment. « Lily veut te rencontrer, » dit Eccles. « Vraiment te rencontrer, pas juste agiter la main depuis la voiture. J'aimerais beaucoup. » Elle te pose des questions tout le temps, veut savoir si tu es une super-héroïne. Rhys rit. Qu'est-ce que tu lui réponds? Que tu es mieux qu'une super-héroïne, que tu es réelle. Silence. Le soleil touchait l'horizon, peignant le désert en or et violet. Travis, est-ce que tu penses que mon père serait fier de ça? De ce qu'on a construit? Eccles se retourna vers elle. Ton père a passé sa carrière à essayer de protéger les soldats.
à essayer de rendre l'armée meilleure, à essayer d'arrêter les gens comme Hargrove de blesser ceux qui étaient rendus sous leur commandement. Il est mort en essayant. Il désigna la cérémonie derrière eux. Tu as fini ce qu'il a commencé, tu as arrêté Hargrove, tu as exposé la corruption, tu as changé le système, et tu as créé quelque chose qui va aider des milliers de vétérans. Alors oui, je pense qu'il serait fier. Je pense qu'il serait immensément fier. Rhys sentit sa gorge se serrer, n'essaya pas de retenir les larmes cette fois. Il me manque. Je sais. Ils restèrent ensemble tandis que le soleil se couchait, deux guerriers, tous deux brisés d'une façon ou d'une autre, tous deux en train de guérir, tous deux encore debout. 2 semaines plus tard, Rhys visita le cimetière national d'Arlington. La tombe de son père était dans la section 60, celle réservée aux pertes récentes, aux guerriers tombés en Irak et en Afghanistan, dans la longue guerre contre le terrorisme. La pierre tombale était simple. Marbre blanc, nom, grade, date de service. Colonel James R. Calloway, armée des États-Unis, 1965 à 2015. Médaille de pourpre, bronze star, père aimant. Rhys s'agenouilla à côté, ignora la douleur dans l'emboîture, ignora les regards des autres visiteurs. Elle avait apporté des fleurs, des roses jaunes, les préférées de son père. « Salut, papa », dit-elle doucement. Ça fait un moment. Le vent faisait bruire les arbres. Quelque part, un oiseau chantait. Je l'ai eu. J'ai eu Hargrove, son oncle aussi, tous ceux qui ont aidé à étouffer ce qui t'est arrivé. Sa voix se brisa. Il a fallu 8 ans, mais je les ai eus. Elle essuya ses yeux. Le programme tourne. 47 diplômés dans la première promotion. D'autres arrivent. On aide des gens, papa. On les aide comme tu aidais toujours les gens. Une ombre tomba sur elle. Rhys leva les yeux. Le général Stanton se tenait là, casquette à la main. Il s'agenouilla lentement, comme le font les vieux soldats quand leurs genoux ne fonctionnent plus comme avant. Il regarda la pierre tombale. « J'aurais dû venir ici il y a des années, » dit-il. Lui dire que j'étais désolé de ne pas m'être battu plus fort, de les avoir laissés me faire taire. Vous vous êtes battu quand ça comptait, mon général. Vous vous êtes battu pour moi, pour nous toutes. J'aurais dû faire plus. Stanton, tendit la main et sortit une petite boîte de sa poche. Le secrétaire à l'armée m'a demandé de remettre ceci personnellement. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une seule étoile. L'insigne de grade de général de brigade. Votre père a été promu à titre posthume au grade de général de brigade pour son service, son sacrifice et son courage à tenir tête à la corruption même quand cela lui a coûté la vie. Les mains de Rhys tremblèrent en prenant la boîte. De plus, Stanton continua, l'installation d'entraînement de Fort Bliss a été officiellement rebaptisée le Centre de combat adaptatif James R. Calloway. Son nom sera sur ce bâtiment aussi longtemps que l'armée existera. Rhys ne pouvait pas parler. Elle pouvait seulement regarder l'étoile dans ses mains. Stanton se releva. « Prenez votre temps, caporal. Je vous attends à la voiture. » Il s'éloigna. Rhys regarda la tombe de son père, l'étoile dans ses mains, les fleurs qu'elle avait apportées. « Tu as eu ta promotion, papa, » murmura-t-elle. Enfin. Elle posa l'étoile sur la pierre tombale, tout en haut. « J'espère que tu te reposes maintenant. J'espère que tu sais que ça en valait la peine. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as sacrifié, ça comptait. » Elle se leva, redressa son uniforme, se mit au garde à vous, et elle rendit le salut. Un salut parfait, vif, respectueux, la façon dont son père le lui avait enseigné à 8 ans, quand elle voulait être soldat comme lui. Le vent se leva, les fleurs se balancèrent, l'étoile brilla dans la lumière. Et pour un instant, l'espace d'un seul battement de cœur, Rhys crut sentir une main sur son épaule, chaleureuse, solide, fière, exactement comme celle de son père. Elle retourna vers la voiture de Stanton. Ne se retourna pas. N'en avait pas besoin. Son père reposait en paix. Et elle, enfin, aussi.